Les années 1990, entre consolidation et victoire. Lorsque les années 90 arrivent, elles amènent Yves Fleury, qui assurera la direction générale du RAC pendant toute la décennie. Il sera le directeur qui est resté le plus longtemps en poste. C'est aussi à cette époque que Suzanne Bélanger rejoint l'équipe comme adjointe administrative. Elle consacrera 22 ans de sa vie au regroupement. Cela assurera une stabilité nouvelle au RAC. Et tant mieux. En effet, le RAC avait bien besoin de cette stabilité. N'oublions pas que les années 90 s'amorcent par une période de grande effervescence politique au Québec. Le débat sur la souveraineté refait surface. Partout dans les rues, on discute, on s'interroge, on rêve. Le projet de loi sur la souveraineté du Québec devient le cœur de cette réflexion nationale. Les personnes handicapées visuelles frappent alors un mur. Comment participer à cette réflexion collective si on n'a pas accès à ce projet de loi produit uniquement en imprimé? En 1994, le RAC réalise un coup d'éclat. Il transcrit en braille et rend disponible le projet de loi sur la souveraineté aux personnes aveugles et malvoyantes. Un acte fort. En transcrivant ce texte, le RAC affirme un droit, celui de participer pleinement à la vie démocratique, peu importe sa situation. Dans un Québec qui s'interroge sur son avenir, le RAC rappelle que la démocratie ne peut être véritable que si elle est accessible à toutes et à tous. Améo, une victoire pour l'égalité. Alors que le Québec traverse des débats identitaires et sociaux profonds, le RAC continue de revendiquer sans relâche l'accès équitable aux aides techniques. Rappelons-nous que durant les années 80, les avancées obtenues par le RAC dans le cadre de ce dossier avaient laissé un goût amer. Passé l'âge de 36 ans, l'accès à ces aides est très limité. En 1994, un premier changement survient. La gestion du programme passe de l'Office des personnes handicapées du Québec à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 2 ans plus tard, en 1996, le RAC remporte une victoire historique. L'abolition de la limite d'âge. Désormais, les magnétophones, télévisionneuses et autres outils essentiels deviennent accessibles à toutes les personnes non-voyantes, peu importe leur âge, leur emploi ou leur statut scolaire. C'est une avancée majeure. L'autonomie n'a pas d'âge ni de statut administratif. Mais cette victoire n'est pas la fin du combat. Certaines aides restent réservées aux personnes en emploi et aux études. L'universalité n'est toujours pas atteinte. De plus, les technologies évoluent, les besoins changent et le programme doit suivre. Le RAC le sait, il faut rester vigilant, s'adapter et revendiquer encore. Organiser pour mieux agir. Au fil des années, le RAC grandit. Ce qui avait commencé comme une association de 35 militants passionnés devient, dans les années 1990, une grande organisation provinciale. Les associations locales se multiplient, les voix se diversifient, les besoins se précisent. Et avec cette croissance vient un défi de taille. Comment coordonner un mouvement qui s'étend aux 4 coins du Québec et qui regroupe associations et individus? Individus qui, soit dit en passant, est souvent membre des dites associations? Conserver une saine gouvernance et une démocratie fonctionnelle devient complexe. En 1994, le RAC prend une grande décision. Il modifie ses règlements généraux pour devenir officiellement un regroupement d'associations. Ce changement marque une nouvelle étape dans la maturité du mouvement. Le RAC veut représenter les réalités des personnes handicapées visuelles dans son ensemble. En fédérant des associations, le RAC confirme son approche collective. N'ayez crainte, les individus continuent de s'impliquer, mais désormais, ils le font à travers leurs associations régionales. Et pour les rares régions non encore couvertes, des aménagements sont prévus. Car l'objectif est clair, que chaque personne vivant avec une déficience visuelle, peu importe où elle habite, puisse se reconnaître dans le RAC. Et surtout, y faire entendre sa voix. L'alternance qui change tout.
Il est difficile de rendre justice à la somme de travail que le RAC a réalisé durant les années 90 en matière de signaux sonores. En collaboration avec des spécialistes en orientation et mobilité et des audiologistes, le RAC entame une série de consultations, d'analyses et de tests. C'est Serge Poulain, employé du RAC à l'époque, qui assure la coordination de ce projet. Et une question guide son travail: comment faire en sorte que le signal sonore soit plus qu'un signal de départ, mais plutôt un guide durant la traverse de la rue? Du travail de collaboration émerge une idée nouvelle: l'alternance des sons. Il faut comprendre qu'à l'époque, les dispositifs de signaux sonores émettaient des sons simultanés d'un côté et de l'autre de la traverse. Cela pouvait créer une confusion chez les personnes handicapées visuelles voulant traverser la rue. L'idée que le son soit émis d'un côté puis de l'autre de la traverse en alternance permettait de régler ce problème. Ce son alterné pourrait aider à garder un enlignement durant la traversée. Pour qu'elle aille plus loin, cette idée devait être validée. En 1993, c'est la victoire. La pertinence de l'alternance des sons a été démontrée par une recherche. Le RAC et ses partenaires avaient raison. Aujourd'hui, les normes canadiennes d'installation de signaux sonores intègrent le principe d'alternance. Une innovation née ici, au Québec. Le travail continue pour s'assurer que les signaux sonores sont les plus sécuritaires possibles. À ce moment de son histoire, le RAC ne réalise pas qu'il est en train de travailler sur un modèle de signal sonore qui s'éloigne de plus en plus du modèle installé en grand nombre dans la ville de Québec, préparant ainsi la plus grande controverse que le RAC aura connue. Petite pause dans le récit pour souligner ceux qui ont porté le flambeau du RAC durant les années 90. À la présidence, Alain Bouvard, Jacques Larose, Robert Tellier et Jean-Marie Damour. À la direction, Yves Fleury.